Bonjour Alexandre Astier. Bonjour. Je le disais, un humour à la française, et je me demandais, quel français parlez-vous, Alexandre Astier? Quel français avec un S? Ouais, avec deux S du coup. Ouais, deux S. Qu'est-ce que je parle comme français? J'adore les langues vaudevillesques déjà, parce que j'ai beaucoup appris avec ma mère à jouer du labiche, voilà. Et donc j'adore ces situations bourgeoises et le fait que beaucoup se vouvoient. Je pense que dans le Camelot, les gens se vouvoient aussi par ça, parce que c'est pour voilà, les maris, les femmes, les enfants, qui se disent vous, ça m'a toujours plu. Voilà, j'aime beaucoup la langue de Molière, bien évidemment, et j'aime beaucoup la langue d'Audiard, j'aime beaucoup la langue de Simenon, j'aime beaucoup la langue de notre patrimoine populaire. Oui, ce qui est intéressant dans Camelot d'ailleurs, c'est qu'on parle pas le français d'aujourd'hui, mais on parle pas non plus l'ancien français. Non. D'ailleurs, ce serait un exercice bien compliqué de donner au roi Arthur une vraie langue de son époque. Est-ce que ça aurait été du latin? Est-ce que ça aurait été du proto-breton? On ne sait pas. Donc je donne à ces gens-là... Chrétien de Troyes dans le texte, quoi. Ça sera un peu c'est ça, exactement. Donc non, je leur donne un langage qui est le nôtre, ou les nôtres, comme vous le disiez. Cet humour, le socle de cet humour, un humour bien français, un peu inédit, faut quand même le dire, quand on s'inscrit en tout cas dans la tradition française, pour le dire vite, voilà, c'est un humour qui, je trouve, ne blesse personne, n'insulte personne, pas misogyne, pas raciste, pas homophobe, et au fond, c'est même l'inverse. Ce qu'on voit, c'est des preux chevaliers, plein de bravoure, enfin, ce qu'on devrait voir, c'est des preux chevaliers, plein de bravoure, plein de courage, plein de force, et ce qu'on voit, dans le meilleur des cas, c'est le doute, la peur, et au pire, c'est la bêtise. Comment vous avez imaginé ces personnages? J'aime beaucoup filmer les gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc forcément, j'ai créé une espèce de polarisation entre les gens qui comprennent, il y en a peu, et les gens qui comprennent pas, il y en a beaucoup. Sinon, si en fait j'ai écrit un Arthur qui est moderne, qui vient de Rome, qui a été élevé à Rome et qui est arrivé dans l'île de Bretagne, entouré, quand même de gens très rétrogrades, assez homophobes, assez misogynes, assez racistes, assez votre regard, c'est pas celui-là, c'est ça que je veux dire. Pas du tout, non. C'est celui d'Arthur d'ailleurs. Voilà, c'est le héros. Non, le héros, il peine d'ailleurs parce qu'il est entouré de gens comme ça et qu'il a du mal à imposer une modernité dans son monde. C'est surtout autour de ça que ça tourne. Et vous déconstruisez, vous détruisez même la figure du héros. Oui, parce que je pense que déjà, je pense qu'un héros normalement, il doit avoir des faiblesses. On en a eu plein. Hein. Il y en a eu. Si vous prenez par exemple Fatal Weapon, le type, il est suicidaire dès le début. Hein, donc c'est même les héros hollywoodiens, ils ont leur tard. Mais c'est vrai que pour le film épique, le film historico-épique, on a quand même une tradition que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit même le roi Arthur. De types qui sont vaillants comme ça, et puis qui savent tout de suite où ils vont, ils savent tout de suite comment s'entourer, ils savent tout de suite imprégner toute leur histoire, toute leur aventure, d'une grandeur comme ça. Et du coup, c'est plus humain. D'un coup, c'est plus des gens qui font ça. C'est des, je sais pas, c'est des trucs à écrire en lettres d'or au-dessus de la cheminée, mais c'est pas des gens. Les gens sont pas comme ça. Non. Alexandre Astier, comment vous avez pitché un projet comme Camelot à une grande chaîne comme M6? Je l'ai pas pitché. Ah non, c'est pas un truc qui se pitch, ça. Je pense que si je l'avais pitché, il aurait jamais vu le jour. Ouais, non, j'ai fait un court-métrage. J'ai fait un court-métrage autour de la table ronde, un petit 15 minutes, qui n'avait d'ailleurs pas d'autre but que d'être un court-métrage. En 2003, je crois, En 2003, oui. Et du coup, il fallait faire entendre cette langue-là. Il fallait montrer et faire entendre. Je vois pas comment est-ce que j'aurais pu en parler sur papier ou sur dossier, quoi. Même si M6, c'est comme, enfin, il y a une tradition chez M6 de la série humoristique et même du programme court humoristique. Donc, absolument. C'est vrai que là, on est plus dans la niche, quoi, on peut dire. Oui, absolument. Ils avaient une ouverture pour ça, ils avaient une case pour ça, mais enfin, je veux dire, je pense pas qu'on aurait pu dire sur un papier, ça va se passer autour de la table ronde et c'est les chevaliers de la table ronde qui déconnent. Je crois pas que ce soit vendable en l'état, comme ça. Il faut montrer ce qu'on veut faire avec. Et aujourd'hui, est-ce que ça le serait avec le succès de Game of Thrones, le succès, enfin, il y a comme une envie aussi aujourd'hui du fantasy, quoi, de la fantasy historique. Peut-être un peu plus, mais la France, je crois, reste encore réticente aux films en costume. Il y a beaucoup et la télévision. La télévision a tendance à dire, de toute façon, le costume, ça marche pas. C'est un peu vite fait, c'est un peu... Sauf le costume de flic, c'est ce qui marche le mieux, on va dire. Oui. Alors, quand on fait flic, on dit pas en costume. Et juge non plus. Juge, c'est pas en costume.
Justement sur cette fantaisie historique, donc le mélange entre faits réels historiques et éléments magiques, très populaire en littérature. Est-ce que c'est ce que vous lisiez vous? Pas du tout. C'est pas du tout un genre qui vous. Alors moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai toujours beaucoup aimé, ce sont les bibles de jeux de rôle, qui sont des documents que j'ai beaucoup lus. Alors plus certaines que d'autres, mais parce que justement, il ne s'y passe pas de fiction a priori, mais ça décrit un monde et ça décrit les règles de ce monde qui concernent les choses aussi bien philosophiques que spirituelles, que très terre à terre et très concrètes comme comment voyage-t-on, comment paye-t-on les choses. Et donc c'est sous la forme d'un manuel. C'est sous la forme d'un manuel. Ça nous emmène dans quel monde alors? Ah, dans celui que vous voulez, mais ce qu'on appelle l'heroic fantasy, ça nous emmène dans un standard d'un monde qui pourrait être notre Moyen-Âge à nous, mais peuplé quand même d'un bestiaire fantasy, et puis d'une galerie de dieux aussi qui ne sont pas les nôtres. Et du coup, je crois que j'aime ces mondes-là. Il y en a qui se passent dans le futur. En fait, ce que j'aime, c'est les mondes étendus. Et Star Wars en est un. C'est plutôt un monde dans lequel on peut raconter toutes sortes d'histoires, plutôt qu'une histoire. Donc je cherche ça, moi, oui. Et en termes cinématographiques, vous citiez Star Wars, est-ce qu'il y a d'autres références? Est-ce que par exemple les Monty Python, en tout cas pour l'aspect comique de Kaamelott, est-ce que ça a pu être une référence à Sacré Graal, par exemple, en 1975? Oui, mais pas spécialement Sacré Graal en ce qui concerne les Monty Python. Les Monty Python, je crois que ma grande claque personnelle, c'est quand, je crois, à l'époque, Arte a diffusé le Flying Circus une fois par semaine. Et quand, c'est vrai que j'ai vraiment mis le pied chez les Monty Python par ce biais-là. Et je trouvais que c'était fou, parce que je crois que ça date de 73 ou un truc comme ça. Et qu'en Angleterre, en 73, pour qu'il y ait 1 heure par semaine sur chaîne publique réservée à des débilités pareilles, parce que c'est quand même très très loin dans l'absurde. Alors c'est fait très sérieusement et tout ça, donc c'est vraiment une leçon pour moi. Déjà, premièrement, faire la comédie sérieusement, ça vient d'eux vraiment. Et puis un pays comme ça qui vante cette absurdité-là sur une chaîne publique hebdomadaire. On était loin de ça quand même, hein, sans vouloir être anti-français tout bête. Ouais. On avait quand même dans ces années-là une ringardise et une beaufrie bien plus épaisse que ça, et j'étais très admiratif des Anglais. Alexandre Astier. Oui, alors évidemment, et je parlais de la télévision de l'époque, hein, je parlais pas du cinéma d'Oury, et certainement pas de Funès, qui a toujours fait preuve d'une très grande élégance de tout temps, du début à la fin. Et là on entend la musique de Paul Naref en plus. C'est une Oury de Funès. Il y a un truc comme ça, effectivement. Il y a une grandeur de la comédie française de cette époque qui est folle, qui est d'ailleurs l'ordre de la folie, quoi, vraiment. Absolument. Et en plus, mené par quelqu'un qui sait que les décors doivent être grands, qui doit faire du cinéma, parce que c'est un très bon choix, la Folie des Grandeurs. Il a vraiment fait du cinéma, il a fait des grandes images, il est allé chercher des décors somptueux, il est allé chercher des costumes somptueux, et il met au milieu de tout ça ces personnages de comédie qui n'ont plus qu'à jouer au milieu de cet environnement périlleux et grandiloquent, qui les aide d'ailleurs à jouer la comédie et à la faire ressortir. Je parlais du rythme de Louis de Funès, donc il va à toute allure. Vous, votre humour, il est assez particulier. Il joue aussi sur le rythme, mais peut-être presque sur l'arythmie, en fait. Traditionnellement, je pense qu'une structure comique, c'est situation, action, blague, situation, action, blague. Chez vous, la blague, elle s'étend à l'infini. Et Kaamelott, d'ailleurs, faut le dire, à l'origine, c'est des épisodes qui duraient 3 minutes 30. Oui. Donc, comment vous avez fait rentrer dans ce cadre qui est assez fermé, cet humour qui doit se déployer et durer? Eh bien, la seule solution, c'était qu'il ne se passe pas grand-chose par épisode. Il fallait pas chercher la structure en 3 actes, vraiment avec un dénouement, parce que ça marchait moins. Il fallait laisser le temps aux gens de parler. Alors, une scène de 3 minutes 30, c'est déjà une jolie scène au cinéma. Ouais. On commence à être dans un montage généreux. Mais de toute façon, je peux pas m'en sortir si mes personnages ne s'enlisent pas dans des discussions qui n'ont pas de fin. Voire même, il faut finir l'épisode alors qu'ils n'ont pas fini, eux, de parler. C'est sûr que 3 minutes 30, c'était plutôt un exercice compliqué. En un épisode, on peut tenir sur une blague. On peut tenir sur un truc où les gens se comprennent pas, ou en tout cas où ils sont pas d'accord. Un conflit suffit, oui. On entendait Louis de Funès, La Folie des Grandeurs. Est-ce que ça fait partie des films que vos parents comédiens tous les deux, ont pu vous montrer? Absolument. Non seulement me montrer, mais me citer en exemple, autant au niveau du projet dans sa globalité que du jeu de Louis de Funès, qui a servi chez moi d'école systématique de la rupture, de la générosité de jeu,
sincérité aussi, beaucoup, parce que Louis de Funès, qui est son premier atout, c'est surtout la sincérité de son jeu. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il change d'état 10 fois par minute, mais ces 10 états successifs sont très sincères, tour à tour. Et d'ailleurs, pourquoi avoir fait jouer vos parents, Lionel Astier et Joël Sevilla, dans la série, qui rend aussi cette aventure une aventure familiale? Eh bien, parce que c'est ce que nous avons en commun. C'est ce dont nous parlions quand j'étais petit. Je fais jouer mes enfants aussi pour la même raison, parce que je crois que on partage ensemble, d'ailleurs qu'on s'entende moins, qu'on s'engueule, qu'on se rabiboche, il y a quelque chose qu'on partage tout le temps, c'est cet amour de l'artisanat du comédien, de la scène, du texte à travailler. Et je crois que on aime se retrouver autour du travail. Je pense que je retrouve les gens que j'aime autour du travail de manière plus agréable que de n'importe quelle autre façon, y compris mes amis. Je préfère travailler avec eux que je peux aller bouffer une pizza, c'est pas le problème, mais je crois que j'aime bien avoir mes amis et mes gens proches autour du travail. Et au fond, ce qui est beau, c'est de se dire que vous partagez cette langue-là. Quand on entend votre père, quand on entend votre mère, vous parlez aussi pareil, quoi. Donc il y a quelque chose de... Oui, et puis après il y a avec des petites particularités, c'est-à-dire que si je sais que ma mère, je vais lui donner une scène comme ça. Il y a un épisode de Kaamelott auquel je tiens beaucoup, où elle surveille les cuisines parce qu'elle se rend compte que il y a beaucoup de gens du château qui viennent piller la bouffe la nuit et que du coup les stocks diminuent dangereusement. Cette scène où elle monte la garde là comme ça, c'est vraiment pour elle. C'est un peu le héros de cet épisode-là. Et je me rends compte qu'en fait, elle a ses particularités de langage chez moi. C'est-à-dire que j'écris pas vraiment une langue comme ça. Je pense que j'écris pour chacun. Parce que je crois que mon premier plaisir de réalisateur et d'auteur, c'est de m'asseoir et de regarder ces gens jouer ce que je leur ai écrit. Je pourrais être seul spectateur. Alors, ce serait pas très rentable, mais je pourrais être seul spectateur de tout ça. Je le fais pour moi avant tout, quoi. Et comment vous les dirigez justement ces acteurs? On parlait du rythme, est-ce que ça passe par là? Est-ce que ça passe par l'écriture? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous... Je compte beaucoup sur le fait que, comme c'est écrit pour eux, il y ait un minimum de choses qui leur posent problème. A priori, c'est assez fluide, ils sont assez contents de ce qu'ils ont dans la bouche, donc tout va bien. Et puis, je pense que c'est assez musical, c'est-à-dire que c'est un peu comme une partition. On dit là, il faudrait peut-être tac, là on prévoit une petite pause, là on remonterait, là on attendrait, là on forcerait là-dedans. C'est une discussion assez de musiciens, en fait. Comment faire sonner les trucs, c'est le but de ce qu'on fait. Un peu chef d'orchestre. Alors, il y a une actrice que vous avez dirigée, qui elle aussi a donné dans le film en costume, mais pas que, bien sûr, c'est Isabelle Adjani. Oui. Vous l'avez dirigée dans votre premier film, David et Madame Hansen, sorti en 2012. Comment s'est faite la rencontre avec Isabelle Adjani? Écoutez, c'était... on a petit déjeuner avec Isabelle Adjani. Tout ce film s'est fait autour de nos petits déjeuners. On peut savoir où ou non, c'est secret? Non, pas du tout, et je crois qu'on s'est toujours vu à l'hôtel Meurice. À travers, voilà. Petit conseil. Voilà. Après, je sais pas si vous allez petit déjeuner à l'hôtel Meurice. Je suis pas sûr que vous croisiez Adjani, hein. Commencez pas. Ah, mais, voilà, c'est ça. Voilà. Pour les fans. C'est pour les fans. Absolument. Non, mais ouais, c'était, je réécoute cet extrait que vous avez choisi avec plaisir. Je me rends compte que Isabelle Adjani, j'ai eu envie de la faire parler agacée. C'était un fantasme à moi. J'aime beaucoup quand elle est agacée chez les autres, et du coup, sans me le formuler, j'ai dû lui écrire des choses où elle en a plein le dos. Et oui, quelle chance aussi de travailler avec elle pour son premier film. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous en plus de ça, je veux dire, en plus de cette rencontre, de ce petit déjeuner? C'est aussi la rencontre entre le roi Astier et la reine Margot, quoi. Il y a aussi. Ouais, j'ai toujours considéré Isabelle Adjani comme une virtuose, et je suis très sensible aux démonstrations de force chez les acteurs. J'ai pas c'est pas très glorieux, mais c'est vrai que je suis très impressionné par les virtuoses. Pour moi, Isabelle Adjani a quelque chose rythmiquement d'unique, c'est-à-dire que c'est un talent rigoureusement unique sur la façon de dire les choses, sur la façon d'être présent sur un plateau, et ça a été une grande école pour moi, parce que vous pouvez pas travailler avec Adjani et faut pas qu'elle s'ennuie, quoi. Alors c'est vrai pour tout le monde. Si votre acteur s'ennuie, ça sert absolument à rien. Mais avec Adjani, c'est un phénomène qui est multiplié par 100. C'est-à-dire que il faut qu'on travaille, c'est-à-dire qu'il faut qu'on invente. Avec un texte qui est écrit, ok, mais il faut quand même qu'on invente. Il faut qu'on invente sur le moment. Il faut que les choses restent vivantes. Et c'est... oui, j'ai passé un tournage
exceptionnel. Tous les jours entre elle et moi, c'était un truc exceptionnel. Et vous diriez que sa virtuosité, elle vient de sa formation par la scène, à la Comédie Française. C'est aussi lié à ça? Non, je pense que cette Non virtuosité l'a fait rentrer D'accord. très tôt à la Comédie Française. Ouais. Mais elle a quelque chose de... Il y en a comme ça de temps en temps qui ont un truc très jeune, très vrai, très un talent comme ça qui est inné pour la comédie et la chose jouée, quoi. Voilà. Alexandre Astier, on met quoi dans un premier film? Et donc dans ce cas, David et Madame Hansen. Alors, je sais pas. Je crois que j'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin de silence parce que j'avais déjà fait Kaamelott, Ouais. et j'avais besoin d'une grammaire plus rythmiquement plus aérée. Et du coup, j'ai eu envie de ça. J'ai eu envie de bouger. J'ai eu envie d'être dans une voiture, de me déplacer avec Adjani, qu'on puisse, je sais pas. J'avais une envie de voir du pays et de raconter une histoire qui nous fasse changer, qui nous fasse passer une frontière et tout ça. Donc, et j'ai eu envie de simplicité, c'est-à-dire de choses à deux, à trois. Une aire d'autoroute, deux sièges, une vieille maison, des éléments qui étaient très simples et très basiques, parce que j'avais envie de raconter quelque chose qui n'était pas foisonnant de données comme Kaamelott peut l'être. C'est plus de 200 personnages, Kaamelott encore plus aujourd'hui avec le film. Et je crois que j'ai eu envie de quelque chose d'extrêmement simple pour n'avoir qu'à jouer des petites choses avec Isabelle. Premier film dans lequel vous avez quasiment tout fait, la réalisation, le scénario, vous jouez dedans. Vous avez même composé la musique du film. D'ailleurs, c'est votre première formation, la musique. Absolument. À 16 ans, vous quittez Lyon, je crois, et Oui. vous vivez avec votre mère pour rejoindre Paris et vous inscrire au conservatoire de musique. C'était ça le plan de carrière, devenir musicien? Bah oui, parce que ma mère m'avait collé au conservatoire très tôt, à 6 ans. J'ai fait ce qu'on appelle les horaires aménagés, c'est-à-dire que je faisais école musique tous les jours, et bah voilà, ça fabrique des musiciens, quoi. J'ai fait voilà, puis après quand je suis monté à Paris, c'était pareil, je faisais que ça toute la journée, autant en classique au conservatoire, une Madrid, tout ça, autant que en jazz, autant que j'avais un groupe, autant que je donnais des cours, autant que je bouffais de la musique 24 heures sur 24. Et vous écoutiez quoi? J'écoutais beaucoup Marcus Miller. D'accord. À 16 ans, vous écoutiez ça? Ah, j'écoutais que ça. J'écoutais que lui. J'ai toujours été un petit peu monomaniaque. J'ai toujours écouté les gens un par un. Oui, mais cette bande-là de fusionneux, c'est-à-dire John Scofield, et les gens comme ça. Alors, ça, c'est pour parler de la musique dite moderne. Hein. J'écoutais aussi pour l'apprentissage de l'écriture beaucoup de musique classique, évidemment. Mais oui, j'étais fusion à mort. C'était très fusion. C'était très Scofield, Marcus Miller. Oui. Et Bach, alors, vous l'écoutiez quand? En même temps. Oui, Bach, j'ai toujours basé mon écoute de Bach sur tout le clavier bien tempéré, que j'ai vraiment écouté en boucle très longtemps. Et puis Bach, c'est aussi une scolarité. Bach, le contrepoint de Bach vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Je dis ça parce qu'il y a des compositeurs qui sont dingues, mais qui vous proposent pas forcément une scolarité très facile de ce qu'ils font. Le Bach, Bach, on peut apprendre beaucoup. C'est et génial et pédagogique. Donc voilà, j'ai passé mon temps à ça. Donc oui, dans ma tête, je n'aurais fait qu'écrire de la musique toute ma vie, oui. Alors là, c'est plutôt le biopic théâtral, quasiment. Oui, c'est vrai. En réécoutant cet extrait, je me souviens que une des premières choses que j'avais lues et qui m'avait donné envie d'écrire un spectacle, si ce n'est la musique elle-même, c'est la femme de Bach, la seconde, je crois, qui trouvait Bach je sais plus dans quel écrit, qui trouvait Bach pas dans son assiette. Et en fait, elle se demandait si la mort d'un des derniers enfants, parce qu'effectivement, il en a perdu 9, la mort d'un de ses enfants pouvait être la cause éventuelle du fait qu'il soit chafouin. Alors, vu de chez nous, comme évidemment le prix de la vie a changé depuis, je pense que c'était beaucoup plus dur de garder ses enfants. Maintenant, on a les vaccins, donc ça va un peu mieux, mais à l'époque, on les avait pas. Mais quand même, j'ai trouvé cette phrase folle, quoi, de cette dame qui dit que l'autre, il est à son clavecin, il a l'air pas dans son assiette, effectivement, ils viennent encore de perdre un gamin. Et je me disais, peut-être il est triste, ton mec, quoi. Tu pensais à ça ou pas? C'est ça qu'on entend là, votre langue à vous, finalement, ce que vous arrivez à faire, c'est créer un pont entre Bach et le public d'aujourd'hui, c'est aussi ce que vous avez fait avec Kaamelott. C'est votre langue, elle permet ça, quoi.
Quand j'ai lu le travail de Cantagrel, Cantagrel, il a écrit beaucoup sur Bach et il a beaucoup réuni de documents de Bach. On y découvre un Bach qui a des soucis quotidiens. On y découvre un Bach qui paye ses factures, qui picole un peu trop, qui a des altercations avec l'école dans laquelle il enseigne parce qu'il a pas envie de se taper les cours de latin, mais il est obligé. Il est obligé d'aller faire des services de mariage en improvisant à l'orgue parce qu'il faut qu'il gagne sa vie. Et du coup, on a affaire à un type, parce que moi, quand j'étais au conservatoire et que j'étais petit, c'était un portrait Bach. Voilà, on avait celui-là, on avait un Chopin, on avait un Wagner, mais je veux dire, c'est quand même très froid. Quand vous commencez à comprendre que ce type a fait un peu de prison parce qu'il affiche un coup d'épée à quelqu'un parce qu'il faisait de l'œil à sa gonzesse, je sais pas, il y a un truc où d'un coup vous vous dites, oui, alors voilà, donc tout rentre dans l'ordre. Ça peut être un génie absolu de l'écriture, et pourtant ce gars-là, des fois, il a mal aux pieds dans ses chaussures, quoi. Et ça m'arrange beaucoup. Il y a une autre passion chez vous, c'est l'espace, les planètes, les exoplanètes. Vous vous rêviez enfant astronome, donc vous étiez un enfant la tête dans les étoiles? Oui, puis j'ai fait partie de ces enfants qui ont un peu tendance à tout démonter pour voir comment ça marche à l'intérieur. Il y en a beaucoup des enfants comme ça, mais effectivement, j'étais très bien seul déjà. J'étais très bien dans les planètes, j'étais très bien dans les machines, j'étais très bien dans les ordinateurs, j'étais très bien dans le code. On pourrait dire un enfant un peu geek, mais vous êtes même évidemment, c'est pas sans malice de ma part, évidemment, mais il y a un petit côté geek chez vous. Oui, complètement. Complètement. Et oui, technophile et geek. Ouais. J'aime la technologie. Je trouve que la technologie est une parole de l'homme. Est un de nos, c'est pas un de nos travers, la technologie, pour moi. C'est notre signature sur Terre. C'est pour ça qu'il y a un truc qui me fascine complètement dans tout ce qu'on a de visiblement pas naturel, dans l'architecture, dans nos lignes droites, dans nos séquences, dans nos patterns, dans notre goût pour la répétition, des choses qui sont abordées beaucoup dans le design aussi. Je suis pas designer, mais je m'intéresse aux techniques des designers, aux couleurs, tout ça. Donc oui, je suis très comme ça, c'est vrai. Technophile, c'est bien. Et vous avez donc écrit cette conférence, l'exoconférence, que vous avez joué partout en France, vous avez rempli Bercy, vous l'avez même joué en Suisse, en Belgique. Comment vous l'avez écrit justement? Parce que c'est plus la série, c'est plus le cinéma, c'est même pas le théâtre. En fait, on est quasiment dans une conférence TEDx. Ouais, oui, mais ça reste théâtral parce que c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage. Déjà, il y en a plusieurs des personnages. Ouais. Et puis même quand il est en conférencier, il est de mauvaise foi. Je dis pas que je suis pas de mauvaise foi, mais c'était pas ma mauvaise foi à moi là, c'est la sienne. Il se contredit, ouais. Donc non, c'est quand même du théâtre, alors qui prend la forme effectivement d'une conférence comme ça, d'une master, mais qui là pour la première fois, par exemple, parce que pour le spectacle sur Bach, j'étais un peu dans mon domaine entre guillemets, là pas du tout, et du coup il a fallu beaucoup d'aide, beaucoup de consultants, beaucoup de gens que j'ai dû aller voir. Vous avez travaillé avec qui alors justement? Alors j'ai travaillé avec les gens de l'Observatoire de Paris. J'ai travaillé avec Étienne Klein. Je suis allé visiter les gens du GEPAN, qui est l'organisme. Ouais. Alors, il y a une série fabuleuse, OVNI. Oui, il paraît que c'est l'histoire du GEPAN. Je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est génial. Ouais, il faut que je regarde ça. Oui, bah le GEPAN, c'est dingue comme endroit. C'est complètement fou. Voilà, donc j'ai dû me renseigner autant sur la philosophie de l'univers que sur la cosmogonie, que sur les choses très techniques et que sur la relativité, la vitesse de la lumière et compagnie. Et le succès, vous le comprenez comment? Parce que finalement, on peut se dire c'est un peu ardu pour le public. Est-ce que le public va me suivre? Je sais pas. Moi, je vis un grand bonheur, hein, c'est sûr, parce que je raconte ce que je veux et les gens disent on prend. c'est génial parce que je me fais pas de soucis quant à leur possibilité de recevoir ça ou pas. Je m'en occupe pas en fait. Michael Moore a dit un truc qui m'a toujours plu. Il m'a dit le public vous êtes toujours reconnaissant de lui prêter un cerveau. C'est-à-dire moi, je pars du principe que les gens à qui je m'adresse sont plus intelligents que moi. Donc, je peux tout leur dire, ils comprennent tout. C'est vrai que c'est pas toujours la mode. On a un peu tendance à dire ça, les gens, c'est trop compliqué, ça va les faire chier. Je suis pas là pour distraire. Je crois que le mot distraction, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas fun, je suis pas distrayant. Je suis pas là pour. Non, je suis peut-être lourd. En tout cas, je suis épais. Je pense. Ouais, je crois. Mais ça, il y a des gens qui aiment bien. La preuve, c'est que ça, j'ai jamais encore trop connu l'échec. Il y a des gens qui aiment bien qu'on leur parle vraiment, quoi.
Vous n'êtes pas habité par le doute, ça, c'est pas quelque chose qui vous... Si, bien sûr, bien sûr que je suis habité par le doute. Je suis habité par le doute, par exemple, la veille de jouer la première de l'Exoconférence, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont foutre de ça? Parce que je suis très intimidé par le fait que les gens payent des billets, se déplacent, se garent, se payent un resto, un parking, un machin, une babysitter. Je me dis, bon Dieu, il faut que ça vaille le coup, tout ça. Bah oui, il faut que ce soit bien. bien. Ah oui, oui, non, bah, alors, je suis vraiment pas du tout le genre à me dire, vous me méritez pas, hein, c'est pas l'ambiance, non, non. Vous dites que votre mère vous a appris une chose, c'est le non-conformisme. Est-ce que c'est ça qui vous guide aujourd'hui? Encore? Oui, parce que, par exemple, quand j'ai un doute, et quand la veille d'une pièce, par exemple, où je sais pas du tout ce que les gens vont pouvoir en faire, j'ai très peur et je me dis, bon Dieu, mais t'es en train de te planter parce que tu suis aucune ligne. Et ben en fait, je me dis, si ça marche pas, tu dormiras mieux quand même parce que t'auras fait ce que t'as voulu et sincèrement ce que t'as pensé. Qui serait bien. T'as pas suivi de mode, t'as pas suivi de machin, t'as pas d'école. Donc je préfère vivre comme ça. C'est un peu plus, ça fout un peu plus les jetons. C'est un peu plus raide, mais je pense que le jour où je disparaîtrai sur mon lit de mort, je serai plus tranquille. Je me dirais bon bah ouais ça va. Je me suis pas mis dans les pompes d'un autre pour faire ce que j'ai à faire et je pense que c'est plus simple. C'est ce qui permet aussi les ponts de passer plus facilement et aussi avec succès, de la télé au cinéma, à la scène. Oui, parce que je vis sans... Encore une fois, je crois vrai que... aussi, si vous êtes vrai, si vous êtes vous-même, c'est peut-être ça qui... Oui, et puis je pense que je vis sans notion d'école. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'école de la télé, il n'y a pas d'école du cinéma. J'y crois pas du tout à ces trucs-là. Je pense qu'une télé, c'est un truc qu'on allume et il se passe des trucs dessus. Je pense que le cinéma, c'est une salle et puis on se met sur des fauteuils et puis... on prend une boisson si on veut, un popcorn si on veut, et puis on regarde ce qui s'y passe, mais il peut tout s'y passer. Je pense pas que, je pense pas qu'on ait à suivre des rails là-dedans. Au théâtre non plus, évidemment. Après, c'est sûr que il faut un taux d'incertitude parce que ça coûte cher de faire du cinéma. Donc au bout d'un moment, la rentabilité n'est pas assurée. Hein. Les gens qui investissent dans un film, ils disent ils investissent dans un truc pas sûr. Mais à part ça, non, je crois qu'il faut vivre sans école. Oui. Quelle serait la prochaine aventure, Alexandre Astier, dans laquelle vous pourriez vous lancer? Peut-être vous lancez déjà tout de suite. Eh ben, je sais pas. Je vais écrire un roman. Je vais peut-être faire une série. Peut-être le numéro 2 de Kaamelott assez vite, je sais pas. Plein de trucs, ce que j'aurais envie de faire au moment où on me dira tiens ce serait bien de faire ça maintenant, paf, eh ben on le fera. L'idée c'était de rassembler aussi une nouvelle famille? Oui, parce que tout autant que... Alors évidemment, aussi il y a ceux que vous venez de citer, et puis, oui, et puis il y a aussi des jeunes gens qu'on ne connaît pas, des jeunes acteurs de 19, 20, 21 ans, qui arrivent aussi dans la boutique, et qui représentent d'ailleurs les gens qui ont vécu en l'absence d'Arthur dans Kaamelott, et qui n'ont fait que le fantasmer, comme ça, et qui... Donc... La génération X, Z, je sais plus comment... Je sais plus non plus, ouais, je suis un peu... Moi, je sais vous même pas êtes ce un que je boomer, suis. je crois, mais... Non, je crois pas, Vous êtes... 74, je sais pas si c'est un boomer. Non, pas. Ah, je suis paumé. Non, en tout cas, je sais qu'il y a, enfin, un des grands plaisirs que j'ai sur le plateau de Kaamelott, c'est de considérer tout le monde comme un comédien. Et c'est très, très agréable de coller deux petits jeunes qui sortent d'une école de théâtre en face de boum, et hop, on les envoie avec Cornillac tout de suite. Ou alors devant Gallienne et tout ça. Alors, ils ont un peu les jetons au début. Mais quand on se retrouve autour du travail, autour du réplique, autour de tout ça, et puis généralement, les très bons sont très bienveillants. C'est connu. Hein. J'aime beaucoup mettre en scène ça. J'aime beaucoup organiser ces mélanges, ces de scènes bigarrées comme ça avec des gens qui ont des bouteilles et des expériences rigoureusement différentes.